Je vous lis comme je peux, modestement, les 3 dernières pages du livre de Jacqueline de Romilly, un ce que je crois, que je viens de finir de lire moi-même. Je me suis parfois amusée, en écrivant, à imaginer les réactions que pourraient avoir mes collègues sur ma petite profession de foi. Ce que vous dites sur Homère est très juste, mais Empédocle, mais Plotin, et croyez-vous vraiment que la moyenne des Grecs ait, sur tel point, réagi comme vous le dites? À plus forte raison, mon rapport avec le passé grec aurait-il scandalisé les hommes de la génération précédente? J'ai eu l'occasion de le mesurer aux objections que suscitaient des articles ou des conférences auprès d'un public d'âge avancé. Et l'étonnement serait plus grand encore chez le comte de Lille, ou Mably, ou Racine, ou Montaigne. Heureusement, ceux-là du moins ne le diront pas. Cela est-il pour diminuer ma propre foi en ce que je crois? Certes pas. Toute lecture est un dialogue. On y cherche une réponse à des problèmes qui sont ceux du moment. Et si l'idée que je me fais de la Grèce antique est à ce point caractérisée par la notion d'un progrès, d'une formation, d'une ouverture, il est probable que je dois un peu cette perspective au fait de vivre dans une époque de mutation. Il existe une lecture moderne de la civilisation antique. Il en existe même plusieurs, toutes valables. Et à moins de ne considérer que l'effort d'érudition sous sa forme la plus ascétique, et encore, on ne peut à chaque fois lire les œuvres du passé qu'avec le regard du présent. C'est bien pourquoi on aime mieux, selon les époques, Échille ou bien Euripide, Platon ou bien Héraclite. Et ce n'est jamais non plus ni tout à fait le même Échille, ni tout à fait le même Platon. Finalement, mon expérience d'helléniste, derrière laquelle j'ai prétendu m'effacer, demeure donc mon expérience tout court. Ma vie est tout entremêlée à mon travail à ma vie, ce que je crois à ce que je lis, ce que je lis à ce que je crois. Mais alors, me demandera-t-on, pourquoi je donne à ces textes grecs une importance privilégiée et pourquoi je m'obstine à les croire qualifiés pour nous aider dans la crise actuelle? Pourquoi? J'essaye d'être sincère, je veux dire lucide. Je commencerai donc par dire qu'il ne constitue qu'une des voies parmi beaucoup et que dans mon insistance transparaît peut-être non pas seulement l'affection née d'une longue familiarité, mais une sorte de réaction contre une incompréhension que je crois très injuste. Il est permis de plaider pro domo quand on menace de vous raser votre maison. Pourquoi donc se passer si c'est le présent que j'y lis? Eh bien pour une raison bien simple, qui est le recul qu'il nous offre pour mieux embrasser le présent. On peut s'enthousiasmer de retrouver dans des civilisations évoluées des structures primitives d'origine plus ou moins magique. Comment ne pas s'émerveiller aussi du contraire, c'est-à-dire de retrouver à 25 siècles de distance des émotions, des idées, des problèmes qui revivent à peine différents dans un monde qui pourtant l'est tant. Au moment où la civilisation occidentale se précipite et s'emballe, prenant en pleine vitesse les changements les plus hardis, puis poussant des cris de frayeur devant ce mouvement qu'elle ne peut plus freiner, comment n'être pas saisi d'une joie lumineuse à reconnaître soudain une expérience familière? C'est un peu comme d'être noyé dans un monde étranger, ou comme un invité qui, déjà inquiet à l'idée de cette trompée de réception, et voyant enfin un visage ami qui lui sourit. La rencontre avec le passé grec nous aide, nous rassure, nous stimule, ou du moins, mon expérience est qu'elle peut le faire.
Et puis il ne s'agit pas seulement du hasard d'une rencontre que tout passé peut offrir, car ce fut la visée des Grecs et leur signe distinctif que d'aller droit à l'essentiel, de décanter, de chercher toujours la cause la plus générale, la vision la plus haute, le tracé le plus simple. Cela leur était plus facile qu'à nous, car leur univers était plus simple. Mais ils l'ont aussi voulu plus que nous, et réussi plus que personne. Le recul que, par vocation, ils savaient prendre, et qui s'affirme dans leurs œuvres, s'ajoute donc à celui du temps. Il contribue à multiplier et à enrichir ces rencontres dont je parlais et qui me paraissent si précieuses. Dans notre univers complexe, changeant et menaçant, je ne prétends pas qu'il faille retrouver leur sagesse. C'était la leur, faite à leur mesure. Mais je crois que nous avons un très grand besoin, et très urgent, de prendre, avec ou sans les Grecs, par tel moyen que l'on voudra, à tout prix, un petit peu de recul. C'est par lui seul, je crois, que nous pouvons arrêter en nous cette hâte inquiète qui nous emporte et nous exaspère pour retrouver l'innocence du présent. C'est par lui seul aussi que nous pouvons nous arracher à nos luttes étriquées, à notre isolement, à notre spécialisation, au pullulement des doctrines et à la puissance des propagandes, pour reprendre un moment haleine et regarder où nous allons. C'est par lui seul, enfin, que nous pouvons tenter de retrouver, sous nos divisions et nos étiquettes, sous nos visages opaques et sous notre jargon à la mode, ce petit élément humain qui est la base de toutes les ententes et sans lequel aucun avenir, quel qu'il soit, ne saurait être vivable. Ce n'est pas un regret que j'exprime, c'est une espérance. Je crois donc en pas mal de choses, mais je crois surtout que j'en dis trop. J'aime comprendre, et voici que cela m'engage dans un dialogue avec moi-même, où défilent tous les problèmes. Je m'y débats avec quelque peine, et sans doute avec maladresse. Peut-être aurais-je dû ne point y engager autrui. De fait, je roulais tout cela dans ma tête hier, et je suis entré un instant dans la belle église aisoise de Saint-Jean de Malte. Le curé faisait un sermon, et j'ai juste entendu une phrase sur ce que serait le chiffre de la jeunesse d'ici 10 ou 50 ans. Moi qui avais voulu fuir un moment mes difficultés, voici que l'on m'y renvoyait. Des phrases entendues ou lues me poursuivaient jusque sous ces voûtes. Et soudain j'en ai eu assez. Demain le monde entier ne comptera plus que des jeunes. Et bien raison de plus pour tenter de les aider de notre mieux, avant de passer la main. Demain la population du globe sera comme un entassement monstrueux. Demain la bombe atomique aura rendu déserte la terre. Crainte contradictoire. Que savons-nous? Ne vaut-il pas mieux nous contenter des domaines sur lesquels notre action peut encore avoir prise? Je suis sorti de l'église, dont la sobre flèche de pierre ocre s'élevait, lumineuse dans un ciel tout clair, et je me suis dit, quelle chance! Tous ces désastres n'ont pas encore eu lieu. La place est là, dans le soleil, et nous avons au moins obtenu un sursis, une chance de plus pour tenter d'agir, une chance de plus pour nous racheter, une chance de plus pour vivre. La flèche brillait de toute la dignité patinée du passé, des touristes très modernes erraient sur la petite place avec les oiseaux de toujours. Alors tous ces débats qui m'ont semblé tout d'un coup bien abstraits et bien superflus. Je le savais, c'était si simple. Il suffisait de se rappeler que entre hier et demain, les ponts ne peuvent jamais être coupés. Entre les deux, à la jonction, nourris de l'un et gros de l'autre, il y a, comme un gage de notre liberté
et une invitation à mieux vivre, ô merveille des merveilles, il y a aujourd'hui. Cela ne paraîtra pas très original, mais je ne suis pas original. Je vous raconte une histoire vraie. Et j'allais oublier de le dire, je crois avant tout et toujours en la vérité.